Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, encore une fois, bonjour et merci de suivre votre émission Objection qui reçoit ce dimanche Amadou Mokhtar Dieye. Amadou Mokhtar Dieye est directeur, il est le directeur des laboratoires au ministère de la Santé et de l'Action sociale, professeur titulaire des universités en pharmacologie. Il est également membre du Comité national de gestion des épidémies CNGE. Monsieur Dieye, bonjour, c'est un plaisir de vous accueillir à l'émission Objection. Merci d'être venu. Merci, M. Baye Oumar Gueye, pour cette opportunité que vous me donnez de participer à cette belle émission donc, de Sud FM. Merci beaucoup. Oui, la situation de la COVID-19 ainsi que les mesures prises évoluent très vite. Pour avoir un bilan à jour de la situation, eh bien, le ministère de la Santé et de l'Action sociale fait le point quotidien de la maladie. Un bilan qui se modifie au jour le jour. Les approches utilisées pour lutter contre l'épidémie varient d'un pays à l'autre. Certains gouvernements ont opté pour l'atténuation en laissant le virus diffuser dans la population, pendant que d'autres préfèrent le confinement, la mise en quarantaine. Où en sommes-nous? Que donne le diagnostic? Que révèlent les résultats après la décision des autorités sénégalaises d'arrêter les tests systématiques effectués sur les personnes contacts qui n'ont pas de symptômes? Alors, qu'en est-il des mesures prises après la reprise des vols d'avion? Seuls 4 laboratoires ont été retenus. Pourquoi et quelle est la pertinence de ce choix? Surtout en raison de 40 000 francs le test. Un autre sujet qui mérite explication, le pourquoi des tests PCR alors que d'autres optent pour les tests rapidos. Pourquoi ne pas faire une complémentarité, c'est-à-dire les deux? Il sera également question dans cette émission du Covid organique, présenté comme un remède local contre le coronavirus, une tisane à base d'artémisia qui est loin de faire l'unanimité. La chloroquine a été retirée par l'OMS aux USA, en France entre autres. Et que dire de la médecine traditionnelle? Faut-il compter sur la médecine traditionnelle africaine pour combattre la COVID-19? Alors, question, professeur Dieye, la courbe d'évolution de la pandémie ne fléchit pas du tout. Plus de 160 décès. Pourquoi le nombre de tests réalisés a baissé alors qu'ailleurs, en période de déconfinement, on teste plus les clusters conformément à la stratégie de l'OMS, traquer, tester et isoler? Merci beaucoup pour cette question. Le nombre de tests effectués dépend de la stratégie qui est adoptée. Au départ, au Sénégal, on testait les cas suspects et les cas contacts. Il y a des conditions dans lesquelles on les testait. On ne testait pas tous les cas contacts, mais ça dépendait de l'évolution du contact que la personne avait avec des cas confirmés. Si par exemple, moi je vis avec quelqu'un qui avait la Covid, si on est en contact, même si je ne présente pas de symptômes, mais on vit dans la même maison, on peut me tester. Mais on ne testait pas tous les contacts possibles. Maintenant, la nouvelle stratégie a consisté à tester les cas suspects, ou bien, en tout cas, les cas contacts concernant des personnes vulnérables, ou bien des personnes qui ont des comorbidités. Donc, c'est ça qui fait que, bon, en général, on a moins de personnes qui deviennent des cas suspects par rapport à avant. C'était le même nombre de personnes qui avaient après des cas, qui étaient des cas suspects, mais il y avait des cas contacts en plus qu'on testait. Donc si aujourd'hui on a 500 cas suspects, on teste 500. Si on a 1000, on teste 1000. Si on a 200, on teste 200. Donc le nombre de tests dépend du nombre de cas suspects. C'est un peu ça. Même on a vu par exemple ces derniers jours, on est allé jusqu'à 1000. 2 jours avant, peut-être, on était à 500 ou à 700. Donc ça dépend du nombre de cas suspects. Si demain, on ne le souhaite pas, mais si on a 2000 cas suspects, on fera 2000 tests. Si on a 500 cas suspects, on fait 500 tests. Donc c'est ça qui explique donc, que les chiffres varient. Et la tendance est à la baisse par rapport à ce qui se faisait avant. Alors oui, c'est le constat, mais finalement, malgré tout ce qui a été fait, le virus s'est répandu. Vous en convenez avec moi, le virus s'est répandu dans tout le pays, surtout sur l'axe Dakar-Thiès-Diourbel, qui constitue l'épicentre. Quelle explication là aussi?
Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de mesures qui ont été prises. Et malgré cela, la maladie est là. La courbe ne fléchit pas, comme vous l'avez dit. Nous sommes tout à fait d'accord. Mais ça ne veut pas dire que les mesures qui ont été prises n'ont pas été utiles. Efficaces. N'ont pas été efficaces aussi. On ne peut pas le dire. Pourquoi? Parce que la comparaison, pour comparer, il aurait fallu voir dans quelle situation on serait aujourd'hui si ces mesures n'avaient pas été prises. S'il n'y avait pas de mesures barrières, s'il n'y avait pas de restrictions de voyage entre les villes, quelle situation on aurait aujourd'hui? Pour vous, ça aurait pu être beaucoup plus grave si ces mesures n'avaient pas été prises. C'est tout à fait possible. En tout cas, je pense même que ça le serait. Donc la comparaison, ce n'est pas parce que les cas augmentent. Mais si on n'avait pas pris les mesures, quelle serait la situation aujourd'hui? Je pense que la situation quand même serait beaucoup plus difficile aujourd'hui si ces mesures-là n'ont pas été prises. Donc ces mesures n'ont pas été vaines. C'est des mesures qui ont porté leurs fruits. Ça n'a pas suffi à contenir la maladie, ça c'est sûr. Et il faudra continuer à travailler pour vraiment trouver la bonne solution. Oui. Mais la bonne solution commence surtout par le respect des mesures barrières. Là aussi, les responsabilités sont partagées. Moi, je circule dans la ville et je vois beaucoup de gens qui ne portent pas de masque. Les gens doivent porter des masques quand c'est obligatoire. Et on doit veiller à ce que ça soit fait. Moi, mon point de vue, c'est que non seulement on dit aux gens de porter des masques, mais s'ils ne portent pas des masques, il faut des mesures coercitives pour amener ou bien contraindre les gens à porter des masques. Oui, mais là également, professeur Amadou Mokhtar Dieye, il faut nous expliquer aujourd'hui, dans le cadre de la riposte, il y a la direction des laboratoires qui est sous votre supervision. Mais dites-nous, quelle est la contribution de la direction des laboratoires dans la riposte? La direction des laboratoires joue un rôle important parce que ça se confond pratiquement au rôle du laboratoire. Aujourd'hui, c'est grâce au laboratoire qu'on peut dire que quelqu'un a la COVID-19. Ce n'est pas vraiment les médecins, quelle que soit leur qualification, leur expertise, ils n'arrivent pas à dire que cette personne-là a la COVID. Ils n'arrivent pas à dire que cette personne-là est guérie de COVID. C'est toujours le laboratoire qui permet de s'assurer que la personne a la COVID. C'est le laboratoire qui permet de dire que la personne est guérie. C'est même le laboratoire qui permet de suivre l'évolution donc de la maladie par rapport à la virémie, donc le nombre de virus qu'il y a dans l'organisme de la personne. Donc le laboratoire joue un rôle central, oui. Ce qui fait que... Au début et à la fin. Du début, au milieu et à la fin, oui. Tout le temps. Oui. Mais alors le virus, alors parlez-nous de ce virus, professeur Amadou Mokhtar Dieye. Oui. Ce virus, il est de quelle nature finalement? Est-ce que c'est le même qui a été en Chine, en France, en Espagne, en Europe de façon générale, et celui dont nous parlons aujourd'hui au Sénégal? On peut considérer globalement que c'est le même virus. Il n'y a pas en tout cas des mutations majeures qui ont une importance en santé publique. Donc il n'y a pas des variations qui peuvent expliquer des changements dans la prise en charge ou bien dans l'apparition des symptômes, dans la gravité, etc. Mais il s'adapte quand même. Globalement, oui, oui. Il s'adapte, mais globalement, on parle de santé publique. C'est-à-dire, s'il y a une variation qui n'a pas de sens en santé publique, c'est comme s'il n'y avait pas de variation. C'est-à-dire, il n'y a pas aujourd'hui une variation qui fasse que, bon, on dit le virus, on le traite comme ça en France, mais comme ça au Sénégal et comme ça en Chine. Donc ça n'existe pas. Et c'est pareil également pour le diagnostic. Donc, véritablement, il n'y a pas de mutation majeure, en tout cas qui impacte sur le diagnostic ou bien la prise en charge. Oui, sur le diagnostic ou bien la prise en charge. Venons-en à la stratégie de riposte pour contenir la COVID-19. Déjà, la dernière décision qui a été prise par les autorités consistant à réduire le profil de personnes testées. Maintenant, il a été décidé de ne tester que les personnes symptomatiques ou vulnérables. Alors, justement, sur l'accès aux tests, seuls 4 laboratoires, professeur Dieye, ont été retenus. Il s'agit de Pasteur, IRSF, Dantec et HMO, l'hôpital militaire de Ouakam. Alors pourquoi, et dites-nous, quelle est la pertinence de ce choix? Oui, merci beaucoup. Vous savez que lorsque le Covid ou bien la COVID-19 est apparue au Sénégal, la direction des laboratoires, dans son rôle donc de responsable des laboratoires au Sénégal, et en même temps
qui assure la présidence même de la commission laboratoire du Comité national de gestion des épidémies, a fait une évaluation de l'ensemble des laboratoires du public et du privé qui potentiellement pourraient intervenir dans le diagnostic de la Covid. Bien sûr, tout à fait au départ, avec l'Institut Pasteur qui avait les capacités, même en Afrique, avec l'Institut Pasteur de Dakar et un laboratoire de l'Afrique du Sud qui pouvait faire le diagnostic. Par la suite, avec les efforts qui sont faits, avec la connaissance qu'on a sur le virus, l'IRSF donc, est parvenu à faire des tests. Donc je pense que c'était à partir du 30 mars 2020. Chemin faisant, on a continué à travailler avec les laboratoires qui sont au Sénégal. Et il y a eu de nouveaux tests qui sont apparus aux États-Unis qu'on appelle les tests gènes experts, avec des gènes experts. Donc c'est le dispositif, le matériel de biologie moléculaire et des M2000. Il se trouvait que ces appareils-là existaient au Sénégal. Et pour les M2000, ça n'existait qu'à Dakar. Alors, on a reçu des tests qu'on a distribués au laboratoire, par exemple, qui avaient des M2000. Mais ces laboratoires se trouvent exclusivement à Dakar et il y en avait 4. Quand on leur a donné ces réactifs, ils ont fait des essais. Et le ministère de la Santé et de l'Action sociale a mis en place une commission nationale, une commission technique, une commission nationale technique de biologie clinique. Et cette commission, son rôle, c'est vraiment de se prononcer sur les techniques et méthodes utilisées dans le diagnostic de la Covid, pour apprécier l'évaluation. Donc ces laboratoires-là, qui avaient les M2000, on a donné les réactifs, ils ont évalué et ils ont remis le rapport à la commission technique de biologie médicale, qui a validé leurs travaux pour dire que l'hôpital militaire de Ouakam présente toutes les conditions pour faire les tests. Le laboratoire de bactériologie, virologie de Dantec présente toutes les conditions pour faire les tests. C'est pourquoi c'est uniquement ces deux laboratoires qui ont été ajoutés à l'IRSF et à l'Institut Pasteur pour faire les tests. Dantec et HMO. Dantec et HMO. Mais rien n'est fermé. On continue à nous réunir. Mais aujourd'hui même, on s'est réunis pour évaluer ce que le laboratoire national de santé publique de Thiès a eu à faire dans le cas du diagnostic de la Covid-19. Parce que ce laboratoire aussi a eu à faire des essais. Et aujourd'hui, c'était vraiment le jour où ils présentaient le rapport à la commission technique de biologie médicale. Le résultat? Bon, résultat, je ne veux pas peut-être anticiper sur le résultat, mais globalement, on peut constater un résultat qui est favorable et l'information sera donnée au ministre de la Santé et de l'Action sociale. Qui a le dernier mot. Qui a le dernier mot. Oui, mais donc pour l'instant, avec ces 4, vous avez aussi Thiès. Probablement Thiès. Oui. Maintenant, pourquoi les laboratoires privés ne sont pas justement associés ou n'ont pas été choisis? Pourquoi? Les laboratoires privés sont bien associés, si tant est que Pasteur et l'ISF, ce n'est pas vraiment public à 100%. Donc c'est même les premiers laboratoires à faire les tests au Sénégal. Et on a fait une évaluation globale, je l'ai dit au départ, de tous les laboratoires. Public comme privé. Public comme privé. Oui. Et quand on a fait l'évaluation, on a vu qu'il y a des laboratoires qui potentiellement pourraient faire des tests. Il y a 11 labos publics qui potentiellement pourraient faire les tests et 3 laboratoires du privé. Oui. Et ces labos sont bien identifiés, potentiellement je dis, donc parce qu'ils ont le minimum, ils ont des appareils, et ils ont un dispositif, des systèmes de sécurité. Maintenant, il y a d'autres étapes qu'il faut régler, mais globalement, on a fait l'évaluation sur le public et le privé. Oui, vous avez fait l'évaluation, mais justement au résultat, vous n'en avez retenu que les 4, éventuellement avec Thiès. On attend la décision finale, mais justement ces laboratoires privés aussi, pour permettre justement et diversifier l'offre, vous ne pensez pas que ça aurait été en tout cas le bon choix? Je dis encore, on a commencé pratiquement par des laboratoires privés. Donc il n'y a pas de restriction laboratoire public et laboratoire privé. Quand je parle des M2000, mais ces laboratoires privés n'avaient pas ces appareils M2000. Mais je donne l'exemple de Bio24. Non, ils n'avaient pas ces appareils. Ah oui? Non, ce sont des appareils qu'il n'y avait que HMO qui avait cet appareil, hôpital laboratoire de bactériologie de Dantec qui avait cet appareil, l'IRSF, même l'Institut Pasteur n'avait pas cet appareil. Et il y a le centre de traitement ambulatoire de Fan qui avait cet appareil. Mais l'Institut Pasteur n'avait pas cet appareil? Non, n'avait pas cet appareil. Ce n'est pas un problème de prestige. C'est comme si moi, je conduis une Mercedes et quelqu'un me dit vous n'avez pas de Renault. Oui. Ça peut être comme ça. Donc ce n'est pas un problème de compétence. L'Institut Pasteur a d'autres plateaux de biologie moléculaire. Les M2000, je dis, les privés
c'est-à-dire Bio24 ou Solapsen, etc., n'ont pas de M2000. Oui, mais comme l'Institut Pasteur aussi. Oui, mais l'Institut Pasteur fait avec d'autres appareils. Que les autres n'ont pas. Non, les autres peuvent l'avoir, mais je vous explique. Ah, mais quand même, docteur, soyons précis également sur ce plan. Vous dites que les autres ne l'ont pas au même titre que l'Institut Pasteur, et après vous venez nous dire que l'Institut Pasteur a d'autres appareils que les autres pourraient avoir. Si en conclusion vous retenez l'Institut Pasteur, de la même manière, vous devez aussi retenir les autres. Qu'est-ce qui fait la différence? Expliquez-nous qu'est-ce qui fait la différence. Non, je vous ai dit que quand on commençait, il y avait l'Institut Pasteur et les RSC qui faisaient les tests. Oui. Et nous, le ministère de la Santé, nous avons reçu des réactifs pour les M2000. Donc, pour diversifier, on a ciblé ces réactifs qui étaient validés et qu'on avait à disposition. Donc, ces réactifs, on les a distribués à ceux qui avaient des M2000. Ceux qui n'avaient pas les M2000, on ne pouvait pas leur distribuer ça parce qu'ils n'avaient pas l'appareil qui s'adapte aux réactifs. C'est pourquoi, lorsqu'on a terminé, il n'y avait que HMO qui avait ça et le laboratoire de bactériologie de Dantec qui avait ça. C'est pourquoi ce sont les deux laboratoires qui sont aujourd'hui prêts par rapport au M2000. Les autres laboratoires, on peut trouver d'autres tests qu'on peut leur remettre et travailler avec eux. Mais c'est là la question. Oui, non, je suis tout à fait d'accord. Oui, c'est là la question, professeur. Non, on est pour tout le monde. Oui, pour tout le monde, mais il faut que cela se traduise dans les faits aussi. Non, c'est par étapes. Parce que l'IRSF, au départ, n'entrait pas. Pourtant, on ne les a pas exclus. Mais quand ils sont prêts, on les a mis là-dedans. HMO n'était pas là-dedans. Dantec n'était pas là-dedans. Même maintenant, ils sont là-dedans. Le labo de santé publique, aujourd'hui, on a fait une évaluation. Globalement, c'est satisfaisant. Il y a juste une validation par l'autorité. Et donc, on les met là-dedans. Mais si demain, un laboratoire public ou privé, on se rend compte qu'il est prêt, il fait un rapport, il le dépose à la commission. La commission dit c'est OK. Et nous, on n'a aucun problème. Donc, c'est ouvert à tout le monde. Mais il n'y a pas d'interdit pour les uns ou pour les autres. Je pense qu'il y a une question d'équité là qui se joue. Pourquoi on ferait ça? Parce que moi, je suis directeur des laboratoires. Ma fierté, c'est diversifier l'offre. C'est diversifier l'offre. C'est que les analyses se fassent partout. Surtout dans les labos publics. Oui. Au-delà des privés, c'est-à-dire que le ministère de la Santé a des laboratoires. Oui. Donc, si le ministère vraiment pouvait utiliser tous ces laboratoires, il l'aurait fait tout de suite. Oui. Donc, on n'a pas de problème pour éliminer celui-ci ou bien pour éliminer celui-là. Parce que diversifier l'offre, c'est élargir aussi le cap de justement de l'offre pour les populations. Ils ne sont pas seulement qu'à Dakar, ils sont partout. Ils ne sont pas seulement que du public. Ils pourraient justement préférer le privé. Donc, voilà le problème aujourd'hui qui se pose. Non, il n'y a aucun problème parce que le privé, encore une fois, nous, on ne fait pas de distinction vraiment entre le public et le privé. Oui. Tous ceux qui sont prêts à entrer dans le système, nous, on les fait entrer. On le fait maintenant peut-être de manière progressive, de manière sécurisée. Parce que les laboratoires doivent avoir les appareils, doivent avoir les systèmes de sécurité, doivent avoir l'expérience. Et vous savez, les Sénégalais sont très friands de la qualité. Et donc, il faut faire très attention par rapport aux résultats qu'on va délivrer. C'est juste des précautions comme ça, mais on n'a aucun problème pour éliminer un laboratoire ou un autre laboratoire. Et il y a des laboratoires, attendez, qui disent qu'ils ne sont pas intéressés. Et que la population ne sait pas, mais nous, on sait. Donc, il y a des laboratoires qui ne veulent pas pour entrer dans ça. Donc, c'est open pour tout le monde. Oui, alors, venons-en sur les types de tests. Pourquoi il n'y a que les PCR plus coûteux et plus difficiles, alors que dans d'autres pays comme la France, comme la Chine, l'usage de tests rapides dans les pays africains comme la Côte d'Ivoire, le Burkina? Expliquez-nous. Les tests PCR et les tests sérologiques ou TDR ne font pas la même chose. Oui. Parce que les TDR donnent des résultats parfois en 10 minutes. Mais si ça faisait la même chose, qui allait se fatiguer à faire des PCR qui vont durer parfois 4 heures de temps, 6 heures de temps, et qui vont coûter beaucoup plus cher? C'est une question de cohérence. Les PCR vont chercher le virus, vont s'assurer que l'ARN viral, etc. Il y a certains marqueurs qu'ils vont trouver. Et ces tests PCR-là sont positifs dès le début des symptômes, parfois même 1 jour ou 2 jours avant l'apparition des symptômes. Donc, c'est ça la spécificité des tests PCR. Les tests sérologiques qui détectent les anticorps ne sont positifs qu'en général qu'une semaine, voire 15 jours après l'apparition des symptômes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a un malade
qui présente des symptômes, des maux de tête, de la fièvre, des maux de gorge, etc., de la toux, vous le testez, il vient de commencer ces symptômes, avec les tests, les TDR, c'est négatif. Le lendemain, vous le testez, c'est négatif. Jusqu'à 7 jours, en général, c'est négatif. Donc, vous allez le laisser rentrer chez lui en disant que vous êtes négatif, alors qu'il est malade. Il va contaminer ses voisins, il va contaminer sa famille. Donc, ça ne fait pas la même chose. Les PCR vont tout de suite, dès qu'il y a des symptômes, on peut dire celui-là, il a la maladie. Les tests sérologiques, c'est une semaine et la plupart du temps, c'est 15 jours après l'apparition. Oui, mais parce que les tests rapides en France, par exemple, vous allez même dans les pharmacies, un peu partout, vous détectez en l'espace de quelques secondes, on vous donne le résultat. Oui, ils ne donnent pas les mêmes résultats. Oui. Les PCR vont dire que voilà l'ARN viral. Oui. D'accord? Oui. Les tests sérologiques vont dire voilà les anticorps. Parce que les tests sérologiques détectent des anticorps. Oui. Alors les anticorps, ce sont des soldats de l'organisme. Ils apparaissent lorsque l'organisme est agressé. Par exemple, quelqu'un qui a l'infection, quand il développe les symptômes, l'organisme commence à fabriquer des anticorps. Ça prend du temps. Donc, ces anticorps ne seront présents véritablement que 15 jours après l'apparition des symptômes. Les TDR vont chercher ces anticorps. Oui. Donc, s'ils les cherchent, ils ne vont pas les trouver tout de suite. Il faut qu'ils attendent une semaine, 15 jours après l'apparition des symptômes pour voir ces anticorps. Les tests sérologiques, Oui. ce sont les anticorps qu'ils détectent. Oui. De manière générale, il y en a certains qui détectent les antigènes, c'est exceptionnel. Oui. Mais de manière générale, ce sont les anticorps. Oui. Les anticorps sont produits par l'organisme. Ils ne cherchent pas le virus, ils cherchent la réaction de l'organisme par rapport au virus. Et Ça, ce sont les tests sérologiques. Oui, oui. Oui, C'est mais la les chose- PCR maintenant. Non, non, c'est ce que je dis. Oui. Il faut que je termine avec les tests sérologiques pour que les gens comprennent bien que ça ne fait pas la même chose. Parce que même en France, ils les appellent parfois des diagnostics de rattrapage. Oui. C'est-à-dire si quelqu'un a été infecté, même est guéri, si on fait les tests sérologiques, on peut dire ah lui, il a déjà été contacté par le virus, il a déjà été infecté. C'est ça l'intérêt. Oui, non, c'est ça l'intérêt. Mais l'intérêt, c'est pas la même chose que quelqu'un qui vient débarquer au Sénégal, qui vient à l'aéroport, vous lui faites le test sérologique, il est négatif alors qu'il est malade. C'est possible. Et vous n'allez pas le voir. Mais pourquoi ne pas cumuler les deux? Pourquoi ne pas justement travailler sur les deux options? On peut travailler sur les deux options, Oui. mais souvent, ceux qui font les deux options, ils font les tests sérologiques. Si c'est négatif, ils font la PCR. Il est parfois plus indiqué de faire tout de suite la PCR que de faire la sérologie après de faire la PCR. Il y a certains pays qui le font pour économiser, C'est mais ça. globalement, ce n'est pas une mesure qui est très, très largement utilisée. Hein. Si Oui, on mais fait des pourquoi comparaisons- au Sénégal on ne fait pas les deux? Pourquoi? Non, mais parce que ce n'est pas l'option. C'est-à-dire que le monde, l'OMS, Oui. ne recommande que les tests PCR, ne recommande pas les tests sérologiques. Mais pourquoi les autres le font alors? Ah, mais les autres le font parce que l'OMS fait des recommandations. Oui. Et chacun va agir de sa manière pour diverses raisons. Oui. C'est-à-dire les tests sérologiques, si par exemple on voulait connaître le degré de circulation du virus au Sénégal, pour dire que 50% sont infectés, 10%, 90%, on pourrait faire les tests sérologiques. C'est ça. Et non, je suis d'accord Oui, sur ça. moi c'est Avoir surtout une ça idée- le problème. Non, Oui. non, pour avoir une idée Oui. du degré de circulation du virus dans un pays, c'est quelque chose d'option. Oui. Il y a certains pays qui le font, surtout, Parce qu'ils ont une meilleure maîtrise aujourd'hui de la situation. non, c'est pas les pays qui ont la meilleure maîtrise, Oui. c'est pas forcément les pays qui ont fait plus de tests sérologiques. Ah mais, professeur, sur les faits aujourd'hui, Oui. les pays qui font le plus de tests, ce sont ces pays-là qui cumulent les deux. Non, non, Oui. il faut qu'on soit très clair sur Oui. les choses. Oui. Ceux qui font plus de tests et ceux qui font plus de tests sérologiques. Oui. Donc je dis que les pays qui s'en sortent le mieux, ce n'est pas forcément des pays qui ont fait plus de tests sérologiques. Ils ont fait plus de tests, probablement des tests PCR. Oui, les Donc, deux, les deux. Bon, Les deux. c'est possible, mais je Oui, n'ai pas les de deux. statistiques Parce que là-dessus. moi, je Si parle vous de en avez- littérature aussi, de ce que justement ça avance quand même Non, maintenant mais en ça- termes de profil de test. Non, Maintenant. non, les tests sérologiques, Oui. nous sommes dans des organisations, on échange, on fait des conférences internationales. Oui. Mais même dans la zone de la CEDEAO, jusqu'à récemment, il n'y a que 2 pays Oui. qui utilisaient les tests. Et vous savez que ces tests sérologiques, on ne fait pas le diagnostic de la COVID avec ça. Hein. C'est-à-dire, si vous donnez un résultat avec des tests sérologiques à l'OMS, ce n'est pas des résultats retenus. Donc ça aussi, les gens doivent le savoir. Donc les tests sérologiques ne règlent pas souvent, en tout cas la plupart de nos problèmes.
mais il y a des utilités, surtout par rapport à des gens qui font de la recherche. Ça peut être très utile. Donc, c'est pas la même chose. Et vraiment, c'est facile à comprendre parce que quelque chose qui coûte, je sais pas, 10 000 francs par rapport à quelque chose 40 000 francs, oui. quelque chose qu'on peut avoir en 10 minutes par rapport à quelque chose qu'on va avoir en 24 heures. C'est ça. Mais si c'était la même chose, le choix est fait tout de suite. Donc vraiment, mais en il tout faut cas, qu'on ait confiance aux gens qui sont au ministère de la Santé. C'est pas un problème de Sinon, confiance. C'est pas un problème de confiance, c'est un problème d'efficacité. Puisque les pays qui utilisent les deux, nous on s'est posé la question, pourquoi notre pays n'a pas justement... Non, quels sont les pays qui utilisent les deux? Mais je donne la France, je donne l'Allemagne. Non, il faut faire attention. Oui. Parce que, comme je dis globalement, oui. les gens utilisent, même la France, les tests sérologiques, c'est après. Au départ, ils ne les utilisaient pas, de manière générale. C'est après le confinement. Là, présentement. Après le confinement, ils ont utilisé les tests sérologiques. C'est ça, oui. Mais c'était pour... C'est pas pour traiter, c'était pour estimer la prévalence. Oui, mais c'est dans la stratégie. Oui, c'est une stratégie, mais chacun opte pour ses stratégies. Voilà. Donc, en essayant de voir quelle est laquelle qui est la plus efficace. Mais alors, venons-en justement au coût du test. Vous l'avez dit tout à l'heure, mais il y a un mois, le directeur de l'Institut Pasteur avait déclaré que le test de diagnostic de la COVID-19 coûtait près d'1 milliard à l'État du Sénégal. Alors, pour le paiement des tests, c'était dans Dakar Actu du 19 mai 2020. Aujourd'hui, en juillet, après un mois, le coût a certainement augmenté. Ah, mais quel était le coût avant? Mais je pose la question. Donc, le test n'était pas facturé. Donc, aujourd'hui, lorsqu'on a ouvert les frontières aériennes, on s'est rendu compte que certains pays exigent que les gens qui doivent venir dans ces pays-là fassent des tests PCR. D'accord? Et après, nous, on reçoit beaucoup de demandes de Sénégalais ou même d'étrangers vivant parmi nous qui veulent rentrer dans tel ou tel pays, mais on leur exige un test PCR. Bon, quand le problème s'est posé, il y a une réunion au niveau du ministère de la Santé avec les laboratoires qui pouvaient faire les tests. Et on a demandé aux laboratoires, si vous devez faire ces tests-là, combien ça coûterait? Ils ont donné des prix, il y a eu des discussions, et à la suite de ces discussions, en tenant compte du coût des réactifs, des machines, de la main-d'œuvre et tout ça, on a retenu que le coût pouvait être fixé à 40 000 francs. C'est comme ça que ça s'est passé. Mais 40 000, il n'y a pas de subvention de l'État? Il n'y a pas de subvention de l'État. L'État prend mais 40 000, c'est élevé quand même pour quelqu'un qui doit à la fois acheter son billet d'avion, trouver tout ce qu'il y a comme dépense et ensuite le taxer. 40 000, c'est quand même beaucoup. C'est pas taxé, hein, parce que les gens ne payent pas à l'État, ne payent pas au ministère de la Santé. Mais ils le payent? Oui, ils le payent. Où va cet argent? Mais au laboratoire. Ah, mais de toutes les façons, les laboratoires sont détenus par qui? Vous connaissez bien les laboratoires, sont détenus par qui? Oui. On a donné les noms des laboratoires. Il y a des laboratoires qui sont... il y a l'Institut Pasteur, il y a l'IRSF, le laboratoire de bactériologie de Dantec et celui de... Mais qui, non seulement ils reçoivent des subventions de l'État, et ensuite vous taxez les Sénégalais 40 000 francs. Non, c'est quand même beaucoup. Le terme taxé, moi je pense que ce n'est pas le terme approprié. Oui, mais ils reçoivent des subventions de l'État, c'est vrai. Mais si vous allez à l'hôpital aujourd'hui, mais on facture les prestations qu'on vous fait. Oui. Mais quand même, je parle des... Si on fait un scanner à l'hôpital, professeur Amadou Mokhtar Dieye, l'IRSF comme l'Institut Pasteur reçoivent des subventions de l'État du Sénégal. Oui. Alors, non seulement ils reçoivent les subventions de l'État du Sénégal, et en plus de cela, les Sénégalais payent 40 000 francs qui va cet argent dans justement les caisses de ces entreprises qui reçoivent déjà la subvention de l'État. C'est pas beaucoup ça? Je pense que vous, dans votre radio, je pense que vous recevez des subventions directes ou indirectes de l'État. Non, c'est pas une subvention, c'est une loi. Oui, c'est une loi. Nous ne recevons pas de subvention. C'est dans le cadre d'une loi. Vous êtes soutenu par l'État. Pourtant, vous taxez les gens, vous leur fixez des prix. Non, c'est pas... Non. Parce que vous avez des employés. Quel prix? Mais vous avez des employés. Oui, vous avez des locaux que vous devez gérer, donc vous devez générer de l'argent pour prendre en charge ces charges-là. Mais c'est pas la même chose. C'est quoi? C'est pas nous recevons rien de l'État. Non, rien du tout. Je n'insiste pas sur ça. Mais moi j'insiste parce qu'eux ils reçoivent de la subvention de l'État et en plus de cela, ils demandent 40 000 francs pour payer justement ces tests-là. C'est beaucoup quand même, reconnaissez-le. Oui. Non, je ne peux pas le reconnaître parce qu'un chiffre n'a pas de sens. Il faut toujours un rapport. Oui. Il faut voir ces 40 000 francs par rapport aux prestations
est-ce que c'est justifié ou pas? Non, ce qui est justifié, c'est qu'ils reçoivent de la subvention de l'État. Oui, ils reçoivent de la subvention de l'État, mais est-ce que s'ils se contentaient seulement de la subvention de l'État, il fonctionnerait? Mais bien sûr, que c'est privé. C'est privé, donc ça, on aurait dû, par exemple, dans la subvention, y mettre les 40 000 francs. C'est quand même beaucoup, mais vous ne trouvez pas que le montant 40 000, c'est beaucoup pour les Sénégalais, vous ne trouvez pas? Ce n'est pas un problème de Sénégalais, encore une fois, parce que les gens, il y a des pays... Mais c'est le contribuable sénégalais, pour l'essentiel. Moi, c'est le contribuable sénégalais qui m'intéresse. Oui, d'accord, mais les gens, quand ils vont voyager, ils vont payer leur billet d'avion. Parce qu'on a dit le billet là, il est trop cher, etc., etc. Donc, ce sont des prestations qui sont effectuées. L'État prend en charge tous les tests pour les gens qui rentrent dans la surveillance épidémiologique. Aujourd'hui, si quelqu'un a la Covid, a des symptômes, ne paye rien du tout. On lui fait 50 tests, il ne paye rien du tout. C'est l'État qui prend en charge 1000 tests par jour, 1500 tests par jour. Les gens ne payent rien. Mais quand il s'est agi de prendre en charge les gens qui voyagent, on s'est rendu compte que c'était quand même un peu très lourd. Donc on a demandé aux gens de voir dans quelle mesure les privés peuvent faire les tests en cherchant ces réactifs, en cherchant ces kits de prélèvement, en cherchant ces machines, et pour faire les tests, et on les facture à 40 000 francs. C'est peut-être toujours quelqu'un... Mais il y a une information aussi... Quelqu'un peut dire que c'est toujours cher, mais c'est relatif. C'est pas relatif, c'est cher. Mais professeur Amadou Mokhtar Gueye, il y a aussi une autre information qui circule, c'est justement les 25 000 francs pour les tests sérologiques. Qu'en est-il réellement? Oui, le ministère de la Santé a fait une note donc, du 14 juillet 2020, et dans cette note, on parle de tests PCR. Parce que ce sont ces tests-là qui sont en général demandés. Les gens ne demandent pas les tests sérologiques de manière générale, parce qu'on sait ce que ça vaut, les tests sérologiques. Donc, si quelqu'un fait un test sérologique, ce n'est pas ça qui permet vraiment de savoir si la personne a la Covid ou n'a pas la Covid de manière générale. Donc, ce n'est pas fondé les 25 000 francs qui sont... Oui. Je termine. Oui. Je termine. Moi, j'ai reçu l'information comme ça, dans les groupes WhatsApp. Mais je dis que le ministère de la Santé n'a pas donné d'indication sur les tests sérologiques. Sur le montant? Ni sur le montant, même ni sur les tests. Aujourd'hui, les tests sérologiques même ne sont pas dans le dispositif du Sénégal, jusqu'au moment où je vous parle. Alors, donc, ça n'engage pas vraiment le ministère de la Santé, parce qu'il n'y a pas de directive dans ce sens-là. Mais on a reçu l'information et on a essayé de discuter par rapport à la structure pour laquelle donc, on pense que ces informations viennent de cette structure. Et le problème est en train d'être réglé. Pour rappeler à nos auditeurs que vous suivez votre émission Objection qui reçoit Amadou Mokhtar Gueye. Il est professeur titulaire des universités. Il est pharmacologue, mais Amadou Mokhtar Gueye est directeur des laboratoires. C'est au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Alors, professeur, la sécurité des agents de santé. Dans le cadre du laboratoire également, il y a des agents de santé. Oui, qu'en est-il de leur sécurité? Est-ce que tout a été organisé au point de les protéger, ceux-là qui travaillent dans les laboratoires? Bien sûr, beaucoup d'efforts ont été faits parce que dans la stratégie... Parce que de plus en plus, il y a des personnes, des acteurs de la santé qui sont touchés quand même. Oui, bien sûr. Qu'en est-il dans les laboratoires? Est-ce qu'il y en a? Il y en a aussi dans les laboratoires, mais... Parce qu'on a vu à l'Institut Pasteur, il y en avait aussi. Il y en a dans les laboratoires, donc je dois l'avouer. Mais la stratégie, c'était de faire en sorte que les personnels de santé ne soient pas infectés. Donc il y a vraiment les mesures de protection, les équipements de protection individuels, il y a les formations, il y a le dispositif du laboratoire, les postes de sécurité. Tout ça, en tout cas, a été mis en place pour éviter autant que faire se peut la contamination du personnel de santé. Mais on sait que ce sont des choses qui sont inévitable. L'essentiel, c'est de tout faire pour vraiment diminuer ces risques d'infection du personnel. Diminuer ou le réduire à zéro. Alors, le réduire à zéro, c'est l'idéal, mais ce n'est pas très facile. Parce que même dans les pays développés, on a vu quand même qu'il y a un nombre important de personnels de santé infectés. Alors, professeur Amadou Mokhtar Gueye, oui, vous êtes pharmacologue. Vous êtes pharmacologue, c'est pour parler du Covid organique.
oui, de plus en plus, cette tisane à base d'artémisia ne fait pas l'unanimité. Dites-nous, vous, quel est votre regard en tant que pharmacologue? En tant que pharmacologue, moi je suis pharmacologue, je suis ancien directeur de la pharmacie et du médicament. Bien sûr. Pour les médicaments, il y a 3 éléments. La qualité, l'efficacité, l'innocuité. Il faut les prouver. Apporter des preuves scientifiques que le produit est de qualité, il est efficace et il est bien toléré. Donc nous, ça c'est notre principe. Et quelqu'un disait ne rien accepter qui ne soit au préalable démontré comme tel. Donc, tant que ces preuves-là ne sont pas là, nous ne pouvons pas avancer sur tel ou tel dossier. Nous pensons que, en tant que pharmacologue, pour un médicament, quel qu'il soit, d'origine naturelle, synthétique ou semi-synthétique, il faut prouver la qualité, l'efficacité et l'innocuité. Oui, à tort ou à raison, ont-ils justement cru à cette tisane, puisque au départ, il y a eu beaucoup de bruit, mais aujourd'hui, beaucoup de personnes sont contaminées, oui, en Madagascar. Finalement, le résultat est là. Quelle est la précaution d'usage en de telles circonstances? La question s'adresse aux pharmacologues. Lorsque vous me dites que ça soigne le paludisme, le sida, la tuberculose, je vous demande les preuves. Si vous ne m'apportez pas les preuves, moi je ne peux pas y croire. Les preuves, c'est les preuves de qualité. Quelqu'un a la maladie, on lui a donné le médicament, on a vu que cette personne-là est guérie. On a vu que ce médicament-là n'a pas posé beaucoup de problèmes d'effets indésirables. On a vu que ce médicament-là a la qualité pendant 2 ans, pendant 3 ans. Donc c'est ça le principe de base et nous restons sur ce principe. Et je dis que ce soit des médicaments dits modernes ou bien des médicaments dits traditionnels, il n'y a que des médicaments qui soignent et qui sont importants. C'est le même principe pour la chloroquine? Moi je garde le même principe quel que soit le produit. C'est toujours les preuves. Et la chloroquine? Parce que le Sénégal quand même opte justement pour l'utilisation de la chloroquine comme traitement. Oui, je suis tout à fait d'accord. Oui. Mais ce que je dois dire, nous en tant que pharmacologues, toujours, quelles sont les preuves? Si vous apportez les preuves, on va voir la démonstration. Si vous dites que je l'ai testé et ça soigne le paludisme ou bien la Covid. Et l'argument du Sénégal pour Attendez, on va vous dire comment vous avez démontré que ça soigne la Covid. Quelle est la méthodologie que vous allez étudier? Parce que si la méthodologie n'est pas bonne, également les résultats auxquels vous allez aboutir ne seront pas valides. On va voir la méthodologie que vous avez utilisée. Quels sont les critères d'évaluation? Comment vous avez évalué l'efficacité du produit? Donc tout ça c'est important avant de se prononcer. Oui, mais l'argument qui est développé pour le Sénégal vous convient ou pas? Non, c'est pas... Concernant la chloroquine. Non, moi je parle de principe. Oui. Je parle de principe que il faut montrer, il faut apporter les preuves de la démonstration et on se base sur ces preuves de la démonstration pour nous prononcer. Moi, c'est comme ça si ça réduit la durée d'hospitalisation, comme ça a été dit, si ça réduit la durée d'hospitalisation, comme ça a été dit comme argumentaire pour le Sénégal. Ça fait un critère d'évaluation qui peut être pertinent. Maintenant, il faut simplement avoir les données, voir combien de malades ont été, quels sont les groupes, quel est le traitement qui leur a été administré, etc., etc. Il faut vraiment avoir les chiffres, les analyser pour pouvoir se prononcer de manière... De façon générale, professeur Amadou Mokhtar Dieye, la médecine traditionnelle comme remède contre la Covid-19 vous inspire quoi? Moi, je n'ai pas de problème, comme je dis, médecine traditionnelle ou médecine moderne, il faut les preuves. C'est-à-dire, si quelqu'un me dit qu'elle peut soigner la Covid avec telle ou telle plante, moi, je ne vais pas dire que ce n'est pas vrai. Mais je vais dire, apportez-moi les preuves. Si vous avez 2 groupes de malades, ce groupe-là, vous leur donnez votre plante, l'autre groupe, vous ne leur donnez rien. Et à la fin, on voit que le groupe à qui vous avez donné votre produit, peut-être 90%, 95% sont guéris. L'autre groupe, il n'y a que 5% qui sont guéris. Mais c'est une preuve. Moi, je peux vous croire, parce que vous avez comparé 2 groupes qui étaient comparables. Mais si vous ne m'apportez pas ça, mais vous avez beau prêcher, mais moi, je ne vais pas vous croire. Mais je ne vais pas dire ce que vous dites, c'est faux. Parce que moi, je ne l'ai pas étudié. Mais il faut m'apporter les preuves. Si quelqu'un vous dit qu'il peut conduire une voiture, moi je donne une voiture et j'essaie de le voir conduire. Et après je peux apprécier. Mais il ne va pas me dire que moi j'ai tel ceci, j'ai ceci, je peux conduire et moi je le crois. Non, il faut des preuves. Une question aussi importante, où en est-on avec le vaccin aujourd'hui?
la recherche dans le cadre du vaccin? Oui, il y a beaucoup de recherches sur les vaccins et il y a certains candidats vaccins qui sont vraiment dans une phase assez avancée, mais on n'a pas encore les résultats pour dire que le vaccin il est efficace ou il n'est pas encore efficace. Certains disent que peut-être dans 1 an, dans 6 mois, mais il n'y a rien de concret. Non, ça peut prendre du temps, apparemment. Ça prend du temps. Oui. Le vaccin contre le paludisme, on en parlait depuis très longtemps, avec le professeur Colombien et tout le monde, mais on n'a pas de vaccin jusqu'à présent. Le sida, même chose. J'espère pas que ce sera la même chose pour la Covid. J'espère qu'on va trouver un vaccin rapidement, mais pour le moment, on n'a pas le vaccin. Est-ce que ce sera accessible? Parce qu'on a vu aussi la déclaration du président sénégalais Macky Sall concernant justement l'accès à ces vaccins. Oui. Les vaccins, en général, quand il y a un vaccin, d'une manière ou d'une autre, pour moi, il y a toujours des stratégies pour que ça soit accessible. Même si on le vend très cher. Comme les médicaments contre le sida, on disait qu'en Afrique, on ne peut pas l'acheter. Maintenant, peut-être on ne l'achète pas, mais il y a des organismes qui sont là, des partenaires qui font avec le Fonds mondial pour que ces médicaments-là soient Vous le disiez tout à l'heure, vous êtes un ancien directeur de la pharmacie. Oui, mais justement, on le dit, l'adage, le médicament au nord, les malades au sud. Oui, ça c'est une réalité. C'est vraiment le fait qu'il y ait des pays développés et des pays qui ne sont pas développés. Donc vraiment, nous, on paye le plus lourd fardeau par rapport à la maladie. Ça, ce sont des choses qui sont connues. Maintenant, ce qu'il faut, c'est se battre pour sortir de là. C'est la seule solution. Et ce combat-là, oui, professeur ce combat, c'est tous les Sénégalais. Que les gens se lèvent, que les gens aillent travailler, que les gens travaillent sérieusement. Au lieu de critiquer, au lieu d'aller admirer les immeubles aux États-Unis ou etc., les ponts, il faut que les gens travaillent. C'est la seule manière de s'en sortir. Alors, c'est la seule manière de s'en sortir, mais faudrait-il donner le bon exemple pour être suivi? Mais de ce point de vue, professeur Amadou Mokhtar Dieye, ici l'option, c'est la prévention. Est-ce que, de votre point de vue, le schéma qui est retenu est le bon? C'est-à-dire, oui, on a dit il faut justement respecter les mesures barrières, mais comment appréciez-vous le travail qui a été mené jusqu'ici dans le cadre préventif? Bon, il y a beaucoup d'actions qui ont été faites donc dans le sens préventif. On peut toujours améliorer. Donc je pense qu'il faut communiquer, mais il faut être rigoureux. Il faut sanctionner. Là, c'est le soldat qui parle. Oui, c'est le soldat qui parle. Il faut sanctionner. Si par exemple l'armée, il y a la discipline, c'est parce qu'on sanctionne. Mais s'il n'y a pas assez de sanctions, mais c'est tout à fait possible que les gens ne respectent pas les instructions qui sont données. Pour préciser que la sanction, c'est des deux côtés. C'est des sanctions positivement comme négativement. Bien sûr, oui. Bien sûr. Mais ici, mais on dit il faut porter des masques en public. Mais quelqu'un ne porte pas de masque. Il faut le sanctionner. Pour que non seulement lui, il arrête, mais que ceux qui le voient arrêtent. Parce qu'en sachant que s'ils ne portent pas les masques et qu'ils sortent, mais on va les sanctionner. Moi, je circule dans les quartiers et je suis vraiment... Mais comment se fait-il que les Sénégalais ne sont pas, du moins, assez flexibles par rapport au masque? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les Sénégalais ne portent pas le masque? Je ne dis pas tous, des Sénégalais. Pourquoi? Quel est le problème? Comment expliquez-vous cette réticence? Moi, je pense que les gens ne sont pas sanctionnés. C'est-à-dire que même ailleurs, peut-être qu'il y en a qui ont l'habitude, comme en Chine, etc., au Japon, etc. Mais globalement, le masque, ce n'est pas quelque chose d'intéressant. Mais on contraint les gens à porter des masques. Si on ne les contraint pas, il y a des risques. Moi, je pense que le fait de dire que la population doit prendre ses responsabilités, c'est une bonne chose, mais il faut sanctionner. Les gens qui sortent, qui n'ont pas de masque, il faut qu'il y ait des sanctions. Des amendes. Par exemple, je sais qu'en Côte d'Ivoire, il y a une forte amende. Tu risques de payer 150 000 francs à défaut de porter ton masque. Moi, je pense que si on faisait des sanctions, les gens porteraient des masques. Moi, je suis passé dans mon quartier Ouest-Fa un jour. Ça fait pas longtemps, mais je voyais, je ne sais pas, il y avait un baptême. Mais presque personne ne portait de masque. Mais vous vous rendez compte, la personne ne porte pas de masque. Oui. Et moi, je suis dans le système de santé. On ne dort pas, on travaille tout le temps. Et ces personnes-là vont tomber malades et vont venir submerger les hôpitaux. Et nous, tous les efforts qu'on va faire, mais risquent d'être plus ou moins vains. Oui, parce que à zéro, de l'autre côté,
les gens ne font pas d'efforts. Mais alors, donc il faut sensibiliser, oui. mais il faut sanctionner. Moi, c'est mon point de vue. Alors, oui, sanctionner, oui, mais la meilleure option, c'est quoi? Vous avez parlé de sanctions, mais dans le cadre de la prévention, vous avez justement tiré un bilan du travail qui a été jusqu'ici mené, mais malgré tout, le virus se répand. Mais pour vous, quelle est la meilleure stratégie en termes de prévention? Moi, je pense qu'en termes de prévention, il y a les mesures barrières, oui. mais aussi les gens doivent rester chez eux et ne se déplacer que lorsque c'est absolument nécessaire. Je vois mal aujourd'hui que les gens se déplacent pour aller à des cérémonies à gauche, à droite. Le rassemblement. Oui. Pour moi, rassemblement utile, indispensable, il faut le faire. Mais les rassemblements non indispensables, il ne faut pas les faire parce que c'est ça qui va continuer à propager le virus. Moi, depuis le 5 mars ou le 4 mars, je pense que je ne suis pas entré dans une maison. Dans une seule maison. Depuis le 4 mars, je me fais cette contrainte-là. Donc, je peux venir à une émission, je peux aller à une réunion parce que je suis contraint. Dans le cadre du travail, oui. Dans le cadre du travail, mais je reste chez moi. Et donc, il faut que les gens restent chez eux. Oui, il peut arriver que les gens aient des difficultés, sollicitent de l'appui. Mais il y a les téléphones, il y a les moyens de transférer de l'argent. Surtout quand on est une personne exposée. Voilà, les gens doivent, pour moi, rester chez eux. Vous savez, quand quelqu'un reste chez lui, même s'il avait le Covid, s'il reste 15 jours ou 20 jours chez lui, le virus peut disparaître de son organisme. Et même quand il sort, il ne va pas contaminer les gens. Donc, il est important que les gens restent chez eux. C'est d'abord une responsabilité individuelle. Oui, responsabilité individuelle. Mais aussi, les Sénégalais se gênent beaucoup. Et moi, en tant que militaire, j'ai parfois des difficultés parce que je dis portez votre masque. Je dis ça comme ça. Portez votre masque. Les gens se gênent à dire à leur interlocuteur portez un masque. C'est un impératif catégorique maintenant. Il faut le porter, le masque. Il faut le porter, mais il faut aussi, si vous avez quelqu'un qui vient vous parler qui ne porte pas de masque, ne vous gênez pas à lui demander de porter son masque ou de reculer. Oui. Moi, c'est ce que je fais. Même quand je fais une émission, j'essaie de montrer ça tout de suite. C'est le cas. Parce que je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Moi-même, le vigile, quand je le vois, il ne porte pas de masque, je porterai un masque. Sinon, moi, je ne suis pas avec vous. Donc, il faut que les Sénégalais aussi arrêtent de se gêner à demander donc, aux gens qui viennent les voir ou bien des trucs de porter des masques. Moi, je participe à des réunions. Les gens qui portent des masques, parfois, qui enlèvent les masques et qui viennent parler. Non, moi, je vous dis portez votre masque ou bien moi, je sors de la salle. Oui, finalement. Oui, parlez-nous quand même de ce masque-là. Oui, le porter, oui. Mais que représente-t-il dans le cadre de la prévention? C'est pas 100% quand même. Mais c'est un élément très important. On sait quand les gens portent des masques, vraiment, ça réduit de manière très importante la transmission. Donc, heureusement, il faut porter les masques. Mais il faut aussi éviter de parler de manière inutile. Parce que aussi, c'est des risques de transmission. Même quand on porte des masques, ce n'est pas une garantie à 100%, mais ça protège quand même de manière relativement importante. Il faut les porter et ne parler que quand c'est nécessaire. Vous avez parlé, c'est la bouche, c'est la salive finalement. Oui, c'est la salive. C'est une source de contamination. Bien sûr. Oui. Bien sûr. Bien sûr. Ce sont les gouttelettes, les virus peuvent être là-dedans. C'est ça. Ça contamine. Alors, donc il faut éviter de trop parler, mais il faut porter le masque. Ça, c'est important. Et des deux côtés. Ce n'est pas que moi je porte un masque, l'autre ne peut pas porter de masque. Nous devons tous les deux porter des masques. Ça doit être obligatoire. Et moi, je vois les gens, parfois les apprentis des cas rapides. Mais il y en a qui ne portent pas de masque. C'est clair. Les clients portent des masques. Ah oui. Et eux, ils parlent à tous les clients. Et de manière ostentatoire. Mais si cet apprenti-là, on le faisait descendre, on lui faisait payer une amende de 50 000 francs, mais le lendemain, il ne va pas venir travailler ou bien il va porter son masque. Il faudrait que ces sanctions-là soient prises. Si elles ne sont pas prises, en tout cas, les risques sont très élevés. C'est ça mon point de vue. Oui, je voudrais le dire par votre radio parce que ça me tient à cœur. C'est notre responsabilité aussi de parler pour que les Sénégalais se rendent compte de la situation afin que dans un proche avenir, qu'on puisse dépasser cette étape-là. Parce que ça me fait un peu mal que malgré les efforts fournis, qu'on continue à avoir des cas plus ou moins importants. Oui, des cas toujours importants, c'est le cas, mais toujours est-il que oui, cette responsabilité individuelle et collective est à souligner, mais est à préconiser pour que nul n'en ignore. Par le port du masque, vous l'avez dit, par la distanciation physique, vous l'avez également dit, oui, le gel aussi,
c'est déjà aussi une bonne chose, non? Bien sûr, le gel hydroalcoolique, le lavage des mains avec du savon, tout ça ce sont des mesures barrières, éviter de toucher le nez, la bouche, les yeux avec les mains, tout ça ce sont des mesures qui peuvent aider. Donc vraiment, il ne faut rien négliger dans le cadre de la prévention. Oui. Surtout pour les gens qui ont des comorbidités, qui ont le diabète, l'hypertension, qui ont un certain âge. Parfois, il y a des jeunes qui sortent en pensant que rien ne va leur arriver, mais s'ils contaminent leur papa, leur maman ou leur grand-mère qui décèdent quelques jours après, mais c'est un problème sur la conscience toute une vie. Il ne faut pas jouer avec le feu. On ne joue pas avec la vie. On ne joue pas avec la vie. Moi, je dis ça à des amis qui disent que non, on ne peut pas rester comme ça, enfermé tout le temps. Je dis que mais les gens, on les met en prison pendant 5 ans, ils ne sortent pas. Mais vous pouvez même sortir, parfois même faire du sport, et vous vous plaignez. Nous n'avons qu'à faire des efforts, le maximum d'efforts pour contenir cette maladie. Moi, il y a la Tabaski, les gens qui ont dit que la Tabaski, on va aller au village, etc., etc. Moi, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Oui. Les gens doivent rester là où ils sont, éviter autant que faire se peut les déplacements. Quand c'est nécessaire, les gens pourront se déplacer. Mais aller dans un village et 15 jours après, ou bien 20 jours après, se rendre compte qu'on a amené la maladie dans ce village-là et qu'après qu'il y ait des décès, qu'on doit gérer toute sa vie durant, je pense que ça ne vaut pas la peine. Alors, professeur, vous avez parlé de la Tabaski, c'est l'actualité. Justement, de ce point de vue, est-ce que le mouton est une source de contamination? Le mouton, on peut considérer, je n'ai pas vraiment l'expertise, mais de manière, on peut considérer qu'il n'y a peut-être pas beaucoup de risques. Mais parfois, pour dépecer le mouton, il y a des gens qui soufflent sous la peau. Je pense que ces gens-là, s'ils ont la Covid, ils vont laisser des virus sur la viande. Maintenant, tout dépend de comment ça a été géré après. Donc, c'est possible que dans ces conditions-là, qu'il y ait des risques de contamination parce que la personne, en soufflant, donc, pour dépecer sous la peau, bon, il y a des virus qui vont être sur la viande, mais en posant sa main, etc., il y a des risques à ce niveau. Donc, les conditions pour dépecer, pour égorger, c'est important de veiller sur ça. Autre chose aussi que j'ai vu, moi, je suis allé quelque part dans un restaurant, mais je vois que ceux qui préparent les repas là, il n'y a personne qui porte de masque. Ah, oui, moi, je à l'ai ce vu. point? Oui, je l'ai vu. Même dans un restaurant? Dans un restaurant, moi, je l'ai vu. Personne ne porte de masque et les gens sont en train de faire la viande, après ils font de bons emballages, etc. et donnent aux gens. Mais ça aussi, c'est des problèmes. Donc, je pense que les gens doivent porter des masques. Et il faut créer des gens qui veillent sur ça. C'est important parce que si on le fait, finalement, vraiment, on va trouver une solution. Finalement, que chacun veille sur l'autre, finalement. Chacun veille et qu'il y ait des dispositifs coercitifs pour empêcher les gens de se balader sans masque. Alors, professeur Amadou Mokhtar Dieye, oui, tirons les enseignements à mes parcours. Mais de ce point de vue, le système de santé doit être renforcé. Oui, les laboratoires par rapport justement à ce besoin de renforcement du système de santé. Vous qui êtes dedans, quelle appréciation faites-vous en termes de besoins pour quand même moderniser nos laboratoires aujourd'hui? Oui, avec la Covid, vraiment, ça montrait encore une fois l'importance du laboratoire. Le laboratoire est au cœur du système de santé. On dit sans le laboratoire, le médecin, il est aveugle. Il ne peut pas voir la maladie. C'est le laboratoire qui lui montre que celui-là, il a le paludisme. C'est le laboratoire qui lui montre que celui-là, il a le sida. C'est le laboratoire qui lui montre que celui-là, il a la tuberculose. Celui-là, il a la Covid. C'est également le laboratoire, lorsqu'il traite, le laboratoire qui lui dit que le traitement, ça va bien parce que la charge virale diminue dans le cadre du VIH. C'est le laboratoire qui lui dit que la personne est guérie parce qu'il n'y a plus de parasites par rapport au paludisme. Il n'y a plus de ceci, il n'y a plus de cela par rapport à la tuberculose. Donc le laboratoire est au cœur du système de santé, il faut le développer. Il y a des efforts qui sont faits, et il y a un mois, 2 Depuis mois. l'apparition justement de cette Covid-19, quelle a été la marge de progression en termes justement de soutien de l'État? Ouais, je venais un peu pour dire qu'il y a 2 mois, on a reçu du matériel de laboratoire d'une valeur de 1,70 milliard et qu'on a réparti un peu au niveau des laboratoires du Sénégal, aussi bien du ministère de la Santé que même du ministère des Forces armées. Je pense que c'est important, mais nous devons continuer sur cette voie. Nous devons renforcer le système de laboratoire.
avoir des laboratoires de référence dans chaque région. Quand la Covid est apparue, mais les laboratoires qui faisaient les tests jusqu'à récemment, c'est des laboratoires pratiquement du privé. Et ça, nous devons y veiller pour que demain, si on doit faire face à ce genre de choses, que le ministère de la Santé dispose de très grands laboratoires capables de prendre en charge donc les différents types d'épidémies. Le gap est encore énorme. Le gap est important. Nous y travaillons. Vraiment, il y a un plan d'investissement post-Covid qui a été élaboré et le laboratoire occupe une place importante dans les projets d'investissement. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est que ce plan soit financé et qu'on ait des laboratoires de référence de qualité dans chaque région et même qu'on développe des laboratoires un peu au niveau des centres de santé. Même dans les postes de santé, nous avons l'ambition de mettre des unités de petits laboratoires pour vraiment aider les gens à détecter le paludisme, à faire des tests de mail, à faire des groupages, des numérations pour les femmes enceintes, etc., etc. Tout ça, ça va concourir vraiment à diminuer la mortalité, la morbidité dans notre pays. Donc, mais surtout les complications imputables à ces maladies. Bien sûr, bien sûr. Alors, professeur, vous êtes également membre du Comité national de gestion des épidémies. L'épidémie en soi, aujourd'hui, la gestion de l'épidémie, un mot avant de boucler. Oui, la gestion de l'épidémie, comme je dis, au niveau du ministère, on s'est organisé au niveau du CNGE. Il y a plusieurs commissions. Commission, par exemple, laboratoire, commission surveillance, commission prise en charge. Il y a les centres de traitement des épidémies. Donc, vraiment... Parce qu'au début, on parlait de pic, maintenant, on ne parle plus de pic. Qu'en est-il? Oui, bon, le pic, c'est un peu difficile. Souvent, ce que les gens disent, le pic, c'est a posteriori. A posteriori. Donc, c'est après l'épidémie qu'on peut dire que le pic, on l'a atteint à telle période par rapport à telle période. Maintenant, parfois, il peut y avoir de l'espoir. Mais nous considérons que c'est vraiment après qu'on pourra dire le pic, on l'a atteint à telle période par rapport à telle autre période. Et souvent aussi, on voit en Europe, on parle de deuxième vague. Donc, vraiment, mais ça, c'est la grosse crainte aujourd'hui, cette deuxième vague. C'est la grosse crainte. Oui, mais parce que aujourd'hui, cette maladie-là, on ne la maîtrise pas. Et les mêmes causes produisant les mêmes effets. Donc, si on ne fait pas attention, on avait un cas, on est aujourd'hui à presque 8000 cas, ou je ne sais pas le dernier chiffre. Mais si même demain, on retombe à 10 cas, si on ne fait pas attention, dans quelques mois, on peut revenir à la case de départ. Donc, il faut toujours être vigilant jusqu'à ce qu'il y ait une solution définitive par rapport à cette Covid-19. C'est une maladie qu'on ne maîtrise pas. Donc, il faut faire attention. Il ne faut pas lâcher rapidement. Il faut continuer à respecter les mesures barrières. Surtout mais il faut que l'économie aussi continue à marcher. Ça aussi, nous le comprenons très bien. Mais surtout, les mesures barrières, on peut vivre avec le virus, mais éviter que le virus ne circule. Ah, professeur, une dernière question. Elle allait m'échapper, cette question. C'est les usines, les sociétés qui veulent, par exemple, justement, dépister leur personnel. Lorsque les clusters, par exemple, se présentent, on a envie de dépister. Mais aujourd'hui, est-ce qu'une société peut se lever et faire dépister son personnel comme ça? Pour le moment, non, ça n'existe pas parce que... Ah, mais c'est un problème, professeur. Non, c'est un problème, mais c'est un problème peut-être général. Parce que si une société se fait dépister, mais la population générale aussi pourra dire, mais pourquoi je ne ferai pas dépister? La stratégie, vraiment, qui est mise en place, c'est de dépister les cas suspects et les gens qui ont des comorbidités. Donc, c'est ça la stratégie. Si quelqu'un d'une société fait partie de ce lot, il sera dépisté. Mais sinon... Vous êtes quelqu'un, mais est-ce que ce ne serait pas mieux de dépister tout le personnel? Oui, si on peut dépister tout le monde, mais c'est très bien. Mais il faut savoir que, le Covid, c'est quand on dépiste quelqu'un aujourd'hui, il est négatif. Mais demain, il peut être positif. Ou le lendemain, il peut être positif. Donc, si vous dépistez les 16 millions de Sénégalais aujourd'hui, vous les dépistez, imaginons, en 15 jours, si vous êtes très performant, c'est presque impossible. Mais il faudrait que, une semaine après, 15 jours après, que vous recommenciez à dépister tout le monde. Parce que la personne qui n'est pas infectée aujourd'hui, vous l'avez dépisté, il n'est pas infecté. Mais demain, la personne peut être infectée. Et donc, vous n'êtes jamais à l'abri. Donc, c'est vraiment pour que les gens qui ont tous les moyens, c'est bien, mais ce n'est pas a priori très efficient.
Mais c'est toujours utile. Si on a les moyens, on peut toujours dépister aujourd'hui, dépister demain, dépister après-demain. Donc on va retrouver les malades plus rapidement, mais c'est quand même un exercice qui est assez compliqué. Parce que, encore une fois, la maladie, même quand les gens voyagent, par exemple, ils quittent Dakar pour aller à Louga ou bien à Tambacounda, vous les testez aujourd'hui, même s'ils sont infectés, ils n'ont pas encore de symptômes. Mais souvent, ils sont négatifs parce que pour que le test soit positif, il y a une période d'incubation qui peut varier de 2 à 14 jours. Donc, si vous le testez dans les 5 premiers jours, 6 premiers jours, mais il peut être négatif alors qu'il est infecté. Donc, vous le dites négatif, la personne va à Tamba, à Louga, et après, développer les symptômes et infecte les gens. Donc, ce n'est pas une mesure, en tout cas, très efficiente, bien qu'elle soit utile. Mais par rapport au coût, aux efforts, et la nécessité de répéter cette épreuve au bout de 2 jours, au bout de 3 jours, fait que, en tout cas, dans beaucoup de pays, ce n'est pas ce qui est fait, même si, comme le dit l'OMS, vaut mieux traquer, isoler et traiter. Donc on est d'accord sur le principe, mais c'est des recommandations, il faut toujours voir la faisabilité, l'efficience de la mesure. Professeur Amadou Mokhtar Dieye, merci. Mais c'est moi qui vous remercie de m'avoir donné l'opportunité vraiment de m'adresser à nos concitoyens, d'essayer de les sensibiliser, de les remotiver pour que vraiment les gens se rendent compte que la maladie est toujours là et nous devons faire des efforts parce que si on ne les fait pas, vraiment on risque d'avoir des lendemains très difficiles. Donc moi je voudrais vraiment qu'on anticipe et qu'on néglige rien pour vraiment nous protéger et protéger nos vis-à-vis. Là est la solution, là est l'enjeu, la santé face à l'économie face à la santé. Toujours est-il qu'il y a des mesures barrières à respecter pour les rappeler. Le port du masque, il en a parlé, il en a reparlé et il en parle jusqu'à la fin de l'émission, du début à la fin. Le port du masque, c'est un impératif catégorique, c'est une nécessité. Mais à côté du port du masque, il y a la distanciation sociale, la distanciation physique, mais aussi l'utilisation du gel hydroalcoolique pour rappeler qu'il s'agit là des règles, des mesures barrières strictement à respecter. Merci, professeur Amadou Mokhtar Dieye. Merci beaucoup, Bayoua. Mesdames, Messieurs, c'en est tout. Excellente suite de programme sur la 98.5. Pour rappeler qu'il était notre invité, Amadou Mokhtar Dieye. Il est directeur des laboratoires au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Il est professeur titulaire des universités en pharmacologie. Il est également un membre du Comité national de gestion des épidémies. C'en est tout. Excellente suite de programme. Rendez-vous dimanche prochain avec un autre invité. Au revoir.